Alors, bonjour tout le monde. Je vous propose de commencer la présentation. Je m'appelle Pascal Villomnet, je travaille à la vice-présidence innovation de l'EPFL. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous présenter les activités qu'on a à l'EPFL sur la thématique sport. Je vais vous demander peut-être d'éteindre ou de couper vos micros respectifs parce que j'ai des retours de son et ça sera un petit peu difficile si je les ai pendant toute la présentation. Donc, merci d'avance si vous pouviez tous couper vos différents micros. Merci. Donc, comme mentionné, je vais vous présenter la thématique sport sur laquelle on travaille à l'EPFL et les différents projets qui sont menés dans ce contexte. Étant donné qu'on est assez nombreux, je vous propose peut-être que je fasse la présentation et une fois qu'elle sera finie, on aura la possibilité de passer sur quelques questions si vous deviez en avoir ou des échanges au travers du chat. Donc, je vais partager mon écran avec vous et la présentation que j'ai prévue. On va commencer peut-être par un petit film qui va vous permettre de donner le contexte et je vous demanderai de bien vouloir me faire signe si vous ne deviez pas avoir de son parce qu'il y a d'autres films où le son est plus important. Donc je vous propose de commencer par une petite vidéo qui nous met dans le bain de ce qui nous attend pendant les prochaines minutes. Voilà, donc comme je n'ai pas vu des mains se lever, je pars du principe que vous aviez tous le son et c'est bien pour la suite. Donc peut-être la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le milieu académique est intéressé finalement à travailler dans le domaine du sport et qu'est-ce qui se cache derrière les images que vous avez vues. Donc la première chose, c'est que chacune des images que vous avez vues, c'est des projets qui ont été menés à l'EPFL dans le domaine du sport par des laboratoires de recherche. Et donc, pourquoi le milieu académique est intéressé par la thématique sportive? Donc, la slide que je vous montre maintenant à l'instant, je la trouve intéressante parce qu'elle montre tous les domaines de recherche et de développement qui peuvent s'appliquer dans le domaine du sport, que ça soit le stockage de l'énergie, l'hydrodynamique avec le design des voiles, les questions de mathématiques et de stratégie aussi, en travaillant sur les jeux d'équipe, toutes les questions physiologiques, bien sûr, avec les questions de rythme cardiaque, de mesure de paramètres physiologiques et ainsi de suite, mais aussi des développements d'équipements où on peut être sur les questions de glisse, sur les questions de rigidité, le design aussi et l'ergonomie. Donc on voit finalement que le sport, c'est une chance inouïe d'appliquer finalement directement les connaissances développées par les laboratoires sur un cas concret. Et ce n'est pas seulement pour les laboratoires de l'EPFL, le sport, c'est totalement interdisciplinaire, ce qui rajoute encore de la complexité, mais de l'intérêt. Et donc là, je voulais l'illustrer à travers un exemple, en fait, qui est l'évolution du tennis et des équipements de tennis. Donc peut-être vous le savez, les raquettes de tennis à l'époque étaient construites en bois, ensuite ça a été en aluminium et depuis quelques années, c'est construit en carbone, en fibre de carbone. C'est des développements qui ont été poussés par les laboratoires sur la base d'évolution technologique,
Mais ces évolutions technologiques ont eu un impact aussi au niveau de la santé des joueurs, parce qu'en ayant des raquettes qui étaient toujours plus rigides, finalement, on arrivait au stade où les vibrations étaient amorties non plus par l'équipement, mais que c'était amorti par le joueur. Donc, il y a eu des blessures, ce qu'on appelait les tennis arms. Donc, on voit qu'en partant d'un développement technologique, on arrive sur des problèmes médicaux. Pardon. Ensuite, derrière, le fait d'avoir des services, pour ceux qui suivent un petit peu le tennis, qui vont toujours plus vite, ça diminue l'intérêt du jeu. Donc, quand vous avez des services à 200, 220 km à l'heure, au bout d'un moment, il n'y a plus de jeu. Donc, on peut avoir un problème de désintérêt des fans. Et si vous avez un désintérêt des fans, forcément, c'est une question économique qui se pose parce que vous allez avoir les acteurs des sponsors, finalement, qui vont se retirer. Donc, un problème économique qui se pose. Derrière, il va falloir poser des réglementations, et c'est le rôle des fédérations qui, par exemple, pour le tennis, vont décider de réduire la taille des raquettes, la longueur du manche, ou alors de proposer des changements de revêtement pour ralentir la balle de tennis et rendre le jeu plus intéressant. Et dans ce deuxième cas, potentiellement, ça va causer des problèmes aux organisateurs d'événements parce que s'il faut changer tous les revêtements des courts pour une compétition, ça a un coût élevé et ça peut impacter aussi la communauté dans laquelle cette compétition s'organisait avec toutes les questions d'hôtellerie et d'organisation d'événements qui vont avec. Donc, ce petit exemple est un exemple réel qui montre finalement qu'en partant de développement technologique, on touche à du médical, on touche à du juridique, on touche à de l'économique, et que finalement, c'est des questions relativement complexes qu'on doit prendre en considération. Et c'est pour cette raison que nous avons développé dans la région un réseau académique qui s'appelle Smart Move et qui regroupe 9 institutions académiques, dont les PFL, pour pouvoir travailler sur ces problèmes-là de façon totalement interdisciplinaire. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de l'EPFL, donc je vous propose de revenir sur la relation entre l'athlète et son équipement pour commencer. Donc, j'aime bien la photo qui est là à gauche sur l'écran parce qu'elle montre cette relation intime qu'il y a entre un athlète et son équipement. Vous avez ses photos quand il gagne, vous avez les mêmes quand il jette ses skis par terre quand il a perdu. Donc, on voit qu'il y a une relation quand même intime entre l'athlète et son équipement. L'équipement était une prolongation de l'athlète pour réussir à faire une performance. Au niveau du ski, si on reste dans ce domaine, il ne faut pas oublier que les premiers skis, ils n'ont pas été développés pour faire du sport. Au début, ce n'était pas des loisirs, c'était des outils de déplacement finalement, des véhicules de déplacement. Donc, 8000 ans avant Jésus-Christ, ils les utilisaient déjà pour aller dans différentes zones froides, pour aller chasser et ainsi de suite. Et donc, vous voyez l'évolution des skis sur ce graphe qui montre qu'il y a eu toutes sortes de choses, d'abord fabriquées en bois, puis ensuite, maintenant, fabriquées effectivement en fibre de carbone, et plus pour des questions de loisirs que pour des questions de transport. Les derniers développements qui nous touchent plus, je dirais ces 10-15 dernières années, c'est finalement l'évolution du carving et l'évolution des skis vers des skis taillés qui sont devenus beaucoup plus performants. Donc on voit l'évolution entre l'image du dessus et l'image du dessous, non seulement effectivement la mode qui a bien changé, quoique le fluo revient à la mode un petit peu, mais surtout la façon de skier, où on a complètement changé de façon de skier grâce à l'évolution des skis et à l'évolution de ce qu'on appelle les skis hyperboliques. Et cette évolution-là, finalement, elle a eu un impact aussi au niveau des skieurs et au niveau des blessures. Et donc, il y a toute une série d'études qui ont été menées au sein de l'EPFL pour comprendre finalement comment ces ski carving allaient impacter la nature du ski et les efforts que le skieur allait avoir au niveau de ses genoux et au niveau de son dos pour prévenir les blessures. Donc, c'est un développement qui a été mené par le laboratoire du professeur Camaraminyan, où c'est un laboratoire donc, de mesure du mouvement. Ils ont développé le petit boîtier que vous voyez sur la gauche, qui est un outil de mesure de la position. Et vous avez des skieurs qui étaient équipés et qui ont fait des descentes avec ce genre d'équipement pour pouvoir mesurer les courbes, les accélérations et les changements de vitesse. Et ces résultats ont ensuite été utilisés par la Fédération internationale de ski pour définir les règles que les fabricants doivent maintenant utiliser par rapport au rayon de courbure maximum dans les skis. Donc on voit cette évolution et cette relation entre le côté juridique porté par les fédérations
et le côté scientifique mené par des laboratoires de l'EPFL et des hôpitaux dans le but de valider et vérifier finalement l'impact d'un développement sur la santé des skieurs. Au niveau des skis, peut-être que vous connaissez un petit peu le mode de fabrication des skis. On parle de structure sandwich. Donc, vous avez là sur la gauche l'ensemble des couches qui sont utilisées pour fabriquer un ski de la marque Stöckli. Et donc, à l'EPFL, il y a eu une collaboration entre le laboratoire de Véronique Michaud, le LPAC, et Stöckli pour développer une nouvelle génération de skis. Et je vous propose de regarder un petit film qui raconte ce développement. Depuis l'âge de 8 ans, je skie régulièrement, quasi chaque semaine, j'essaie de monter dans une station. Et j'adore ça, c'est ma passion. Et durant tout l'hiver, je suis sur mes skis. Alors quand je vais skier, j'attaque généralement assez bien, ce qui me permet de faire des grands virages et avoir beaucoup de vitesse et beaucoup de sensations. J'ai l'impression que depuis quelques années, les skis sont beaucoup plus faciles à diriger. Le carving est beaucoup plus simple et ils sont beaucoup plus stables. Ah, au fait, vous savez comment est-ce qu'on fait des skis? Je vais aller voir Mathieu qui va nous expliquer tout ça. C'est dans son usine en Suisse que Mathieu, ingénieur en recherche et développement chez Stöckli, m'a accueilli pour tout expliquer sur les skis. Alors les skis, comme on les fabrique ici chez Stöckli, ce qu'on appelle une fabrication en sandwich. C'est dans un sandwich, on a 2 tranches de pain et tout un tas de couches à l'intérieur, avec souvent une grosse couche au milieu. Un ski, c'est un peu comme on le fabrique ici, c'est un peu la même chose. Tu vois, on a nos 2 couches de pain et puis plein d'autres couches au milieu. Et chaque couche va apporter son niveau de performance, sa particularité au ski. Que ce soit la couche du bas qui va permettre au ski de bien glisser ou la couche de surface qui va résister au choc et faire la promotion du ski. Chaque couche aura sa particularité. Effectivement, en me baladant, j'ai pu voir qu'il y a un tas de personnes qui travaillent sur des matières avec des textures et des couleurs différentes avant de les coller ensemble dans un ordre bien précis. Et la couche la plus jolie, c'est bien entendu celle du dessus. Mais d'ailleurs, ces dessins et ces couleurs, qui est-ce qui les choisit? Je travaille avec une équipe de graphistes où nous, on va leur dire quel est le type de ski qu'on va construire. Et après, ces personnes vont nous proposer les concepts. Donc là, il y aura beaucoup de réunions entre ces designers et nous du côté développement et les gens de la vente, bien sûr, parce qu'eux devront vendre ces skis. Donc en fait, Mathieu travaille avec beaucoup de monde, des ingénieurs, des designers et des experts de la vente. Tout ça pour proposer des skis chaque fois meilleurs et qui plairont aux skieurs. Ensemble, ils se posent plein de questions pour créer de nouveaux modèles. On va sortir par exemple le ski que tu as testé hier, un nouveau ski de slalom. Oui. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on modifie sur ce ski pour qu'il soit encore meilleur? Est-ce que on veut rendre des skis qui glissent mieux? Nous, on aura comme tâche, les gens de l'ingénierie, de justement travailler sur la semelle des skis pour qu'on ait des skis qui glissent mieux que les concurrents, par exemple. Mathieu, en fait, il a fait des études pour devenir ingénieur civil. Il était donc plus destiné à faire des ponts que des skis. Mais il dit que les connaissances de base en ingénierie sont les mêmes en fait. Dans les 2 cas, il faut faire des dessins et des calculs pour proposer la meilleure solution possible. En bref, faire marcher ses méninges et son imagination. Nous, au niveau du développement, on est très très libre pour apporter des solutions un peu folles. Donc c'est sûr qu'il y aura des contraintes, on ne va pas pouvoir faire des skis larges comme ça ne pourra pas passer dans les machines. Mais on est quand même très libre et ce qui est intéressant parce que ça nous laisse très créatifs. On peut réfléchir à des solutions un peu folles et si on arrive avec les gens de la production à les mettre en place, à les fabriquer, donc là c'est exceptionnel. Les gens de la production, ce qu'on a vu tout à l'heure en fait, ils vont s'assurer que les idées de Mathieu sont réalisables avec les machines de l'usine. Ensuite, une fois que la production a donné son accord, Mathieu va produire des prototypes, des espèces de brouillons de ski, pour s'assurer que ces idées soient bien traduites dans la réalité. Nous, après, on va devoir vérifier ça, si ce qu'on a calculé, ça correspond bien à ce qu'on a fabriqué. Donc on a tout un tas de machines, un laboratoire, qui vont nous permettre de déformer le ski, de mesurer sa flexion, sa vibration, de le déformer pendant 50 000 cycles pour voir s'il résiste bien à la fatigue. Donc là, c'est tout un tas de mesures en laboratoire qu'on fait ici ou chez d'autres partenaires qui vont nous permettre de vérifier si le travail qui a été fait au niveau de la cervelle et au niveau des calculs sur l'ordinateur, si ça correspond bien à ce qu'on a fabriqué.
Et voilà, si tout va bien, toutes les personnes qui auront contribué à fabriquer ces nouveaux skis seront heureuses de proposer ces nouvelles paires aux passionnés comme moi. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts pour la saison de ski qui s'annonce. Maintenant, je voulais vous dire un petit peu plus du développement qui a été mené justement par le laboratoire de Véronique Michaud, le LPAC, avec Stöckli. Donc, c'est un système qui est ce qu'on appelle bio-inspiré, donc venu d'une observation au niveau de la nature, qui consistait à faire la même chose que vous voyez sur des carapaces de tortues. Donc, en fait, sur les carapaces de tortues, il y a, comme vous le voyez sur la photo avec le petit rond rouge, des espèces de plaques qui sont très rigides et qui sont retenues entre elles avec un élément plus souple. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine souplesse dans la carapace, et quand elle est trop déformée, les plaques viennent en appui l'une contre l'autre, et à ce moment-là, ça devient extrêmement rigide. Et c'est ce qu'on voit dans le graphe en dessous. Ils ont fait la même chose au niveau du ski, donc un système avec une déformation dans la plaque du centre qui permet d'avoir ce qu'on appelle des propriétés non linéaires au niveau du ski. Ça veut dire qu'il sera relativement souple à basse vitesse pour le confort. Et dès qu'on arrive à être plus rapide et dans les courbes où on attaque plus, on va avoir un ski qui va devenir de plus en plus rigide pour améliorer le contrôle et la performance. Donc ça, c'est un développement qui a été mené dans le laboratoire de Véronique Michaud et qui a été mis en production par Stöckli. Donc on a eu un transfert technologique qui permet maintenant de trouver sur le marché des skis qui sont issus de recherches en partie menées à l'EPFL. Maintenant, il y a un autre domaine sur lequel on travaille aussi à l'EPFL, qui est le côté finalement fan engagement ou expérience spectateur. Donc aujourd'hui, au niveau de ce qui se passe dans les stades, il y a de plus en plus d'outils numériques qui commencent à rentrer, à la fois pour les coachs, pour ce qui est leur stratégie, mais aussi pour les spectateurs, dans leur but de leur amener une information supplémentaire. Et donc, ce dont je veux parler ici, c'est ce qu'on appelle le computer vision ou l'imagerie vidéo. Et là, on a un laboratoire du professeur Fua qui a travaillé sur l'analyse des mouvements au niveau des joueurs en utilisant des systèmes de caméra. Son système permet finalement de positionner au niveau du terrain les différents joueurs, de comprendre en temps réel où ils se trouvent et quelles sont les interactions entre ces joueurs. Ce projet-là a permis de démarrer une start-up dans la région qui a été rachetée ensuite par les États-Unis, et je vais vous montrer, vous faire découvrir un petit peu ce que ça donne quand ces technologies arrivent sur le marché. Donc, c'est une belle histoire d'une start-up qui maintenant se développe aux États-Unis et qui permet, comme je l'ai mentionné, non seulement aux commentateurs télévisés d'avoir des informations qu'ils transmettent pour les téléspectateurs, mais maintenant on travaille sur une technologie similaire pour amener cette information dans les stades auprès des personnes qui sont dans les tribunes en ayant ce qu'on appelle des second sight. Donc, c'est ce qu'on voit ici sur l'image avec la start-up Vogo, une start-up française, où on va donner la possibilité aux spectateurs de prendre la main sur certains contenus et de voir au travers de son smartphone des éléments supplémentaires qui se passent dans le stade.
Et cette technologie-là gagne finalement toute son efficacité quand on travaille avec ce qu'on appelle des caméras 360 degrés. Donc ici, celle qui a été développée par le laboratoire du professeur Youssouf Leblebici. Et donc, c'est une caméra qui capture les images sur 360 degrés en temps réel. Et finalement, avec son smartphone, le téléspectateur sera capable de choisir lui-même son angle de vue. Ça veut dire qu'on est capable de regarder où on veut, quand on veut, et on ne dépend plus d'une personne qui sera à la régie en train de choisir les plans de vue. Donc, ça offre toutes sortes de perspectives sur la consommation d'événements sportifs et la façon dont on va finalement, en tant que spectateur, découvrir les nouvelles compétitions. Ensuite se pose bien sûr la question de la société. Qu'est-ce qu'on amène pour la société et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les technologies qui sont développées pour des athlètes ou pour des fans aient aussi un impact au sens plus large pour la communauté. Donc le premier élément que j'aimerais souligner, c'est que côté EPFL et dans le cadre du réseau Smart Move, on utilise le sport comme vecteur de développement parce que c'est un domaine où on peut tester et expérimenter les choses extrêmement rapidement. Donc j'explique un petit peu ce diagramme. Vous voyez par exemple que dans le domaine de l'aviation, on a un temps d'adaptation et d'implantation des technologies qui est de l'ordre de 10 ans. Et pourquoi c'est aussi long? Parce que finalement, au niveau d'un avion, quand vous allez vouloir fabriquer par exemple des composants en carbone pour les ailes, vous allez devoir passer énormément de tests pour s'assurer que ça soit fiable. Donc tous ces tests coûtent très cher, demandent beaucoup de temps. Et comme vous avez passé 10 ans pour passer ces tests, ben finalement vous allez utiliser cette technologie le plus longtemps possible pour la rentabiliser. Ce qui fait que le domaine sportif, le domaine de l'aviation, par contre, par exemple, n'est pas un domaine très innovant. Et quand vous montez dans des avions dernière génération, c'est souvent des technologies qui ont 20, 25 ans en fonction du pipeline des développements. À l'autre extrémité, dans le domaine du sport, les gens sont prêts pour des questions de performance, de tester rapidement les choses. Et si on prend la Coupe de l'América, par exemple, si un bateau casse en deux pendant une compétition parce qu'on est allé chercher les limites et on est allé trop près des limites, les gens savent finalement nager et l'accident, en dehors d'une perte et d'une compétition, n'est pas grave. Donc on utilise le sport comme vecteur de test et d'expérimentation sur le terrain pour les différents développements. Et une fois qu'ils sont suffisamment matures et qu'on a de l'expérience dessus, on pourra le passer dans d'autres domaines comme l'aviation. Un exemple flagrant pour ceux qui connaissent ou suivent un petit peu la voile, c'est le développement des bateaux volants. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ces bateaux. À peu près tous les bateaux, même sur le lac Léman que vous voyez, ont des foils, ont des éléments qui volent, que ce soit la planche à voile, les kites et ainsi de suite. Et c'est un développement finalement qui a été démarré il y a extrêmement longtemps par Éric Tabarly et ensuite qui a été développé par Alain Thébault sur l'hydroptère. Et Alain Thébault a travaillé pendant 25 ans facilement à essayer de faire voler son bateau à coup d'années et d'années de recherche et de développement. C'est finalement quand la Coupe de l'América a décidé de changer de format et de faire des bateaux sur foil, qu'en l'espace de 4 ou 5 ans de développement, ces bateaux étaient largement plus performants, permettaient de voler sur les foils au près comme au vent arrière. Et donc, on voit que l'émulation de la compétition sportive, où vous avez plusieurs équipes qui vont essayer de se battre pour un titre, est une émulation qui permet de développer beaucoup plus rapidement les choses et d'avoir des connaissances et des compétences qui sont ensuite utilisables dans toutes sortes de domaines. L'autre élément qui est important, c'est la façon dont le sport peut faire changer et faire évoluer des villes ou des régions complètes. Donc la Coupe de l'América a eu lieu quand on était impliqué côté PFL à Valence, donc une ville en Espagne, et l'endroit où ils ont décidé de positionner les bases pour les différents défis, c'était une zone industrielle de la ville qui était peu valorisée. Donc ils ont profité de l'arrivée de la Coupe de l'América pour construire toute une région sociale en bord de mer, développer un élément, et ça a permis de transformer cette région d'une zone portuaire massive à un élément avec des marinas pouvant être réutilisés par la suite pour d'autres activités.
Donc, on voit que si c'est bien organisé, une manifestation sportive peut aussi être un vecteur permettant de changer durablement la dynamique d'une ville. Donc, on a eu la chance en Suisse d'avoir des manifestations comme l'Euro 2008, où on a le professeur Vincent Kaufmann qui a travaillé sur la dynamique entre la ville et l'événement sportif en faisant des études de sociologie urbaine, donc voir comment les gens se comportent dans un espace de compétition et comment la compétition va faire évoluer ces différentes façons d'être et de vivre. Plus récemment, on a eu les Jeux olympiques de la jeunesse qui se sont passés à Lausanne et le réseau Smart Move ainsi que les PFL ont été impliqués de façon importante dans cette manifestation. Et je vais vous montrer un petit film qui explique comment on a utilisé la manifestation des Jeux olympiques de la jeunesse pour faire des développements qui seront utiles au niveau du centre sportif de l'EPFL et de l'université. Personnalité, goût de l'effort, plaisir, aptitude sportive, nous sommes tous différents face à l'activité physique. Nos besoins en entraînement ne sont donc pas identiques, pas plus que la gestion de nos blessures et mieux, leur prévention. Une approche individualisée, c'est ce que propose le programme Health for Performance aux athlètes de haut niveau mais aussi au grand public. Une approche scientifique, médicale, technologique et sportive, soit une association de compétences pour cette expérience novatrice. Le programme Health for Performance, c'est un programme qui respecte le développement de chaque jeune parce que chaque personne a besoin de recommandations spécifiques. Tu peux revenir sur les 3 squats normales sur 2 jambes. On va créer un double numérique avec l'ensemble de ses caractéristiques. Ça veut dire tous les tests qu'on va établir sur la personne vont nous donner des datas. C'est simplement une cartographie sous forme d'avatar, un homme 3D. Nickel. Ouais, il y a une grande dominion de la jambe. Ouais, et on reprend bien les pressions. Des tests ludiques qui cachent des technologies de pointe spécialement adaptées au projet. L'EPFL est là pour fournir de la technologie qui soit au service de l'athlète, au service des coachs. Et donc, on va identifier les endroits où on a des développements dans les laboratoires qui peuvent aider à avoir des outils qui n'existent pas encore. Dans le cas présent où on travaille sur le projet Squatty, notre objectif c'est d'avoir une mesure précise de l'ensemble des informations liées au mouvement. Derrière, il y a bien sûr la possibilité de rajouter aussi des algorithmes pour essayer de retirer des informations, de donner des recommandations de façon automatique, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Une fois les tests effectués, le profil numérique du sportif apparaît et c'est sur cette base qu'un entraînement personnalisé sera proposé, adapté aux données de l'utilisateur. Le but, allier atteinte des objectifs et respect du corps et de la santé. Tout de suite derrière, tu relâches aussi, ouais, exactement. Même la jambe. D'autant que l'utilisateur pourra partager ses informations avec son entraîneur et son médecin. Salut Maïs. Alors, docteur Tercier, là, je suis là pour discuter des résultats de tes tests. Le programme Health for Performance, il permet 2 choses. Il permet d'une part de détecter un certain nombre de problèmes chez les jeunes sportifs, par exemple, et de pouvoir les référer sur le centre médical et donner des solutions à ces problèmes. Tu peux monter le bras vers le plafond. C'est également un programme d'éducation parce que notre but c'est de sensibiliser les jeunes à certains risques liés au sport, surtout dans la phase de croissance à l'adolescence et chez les jeunes adultes pour qu'ils aient des pratiques sportives de bonne qualité et évitent justement un certain nombre de pièges. Ok. Le programme est testé à grande échelle lors des Jeux olympiques de la jeunesse 2020 à Lausanne. Ce qui est intéressant avec les JOJ, c'est qu'on est à l'antichambre de l'élite mondiale, donc on a des retours de sportifs ou de sportives qui sont très intéressants, très pointus. Donc il y a des discussions avec des coachs aussi de tous les pays qui se font. Donc là, on aura des retours très intéressants sur la fiabilité de nos tests, sur ce que les coachs et les athlètes peuvent apprendre des tests qui sont passés. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on puisse les faire partager avec toute la population. Le nouveau centre Sport et Santé offrira une structure pour promouvoir le sport avec comme mot d'ordre plus de bénéfices, moins de lésions. Donc
Donc le centre des sports PFL Lunil va avoir un nouveau bâtiment qui ouvrira à l'horizon 2021, dans lequel on aura une série de technologies et de développements qui ont été faits pour les Jeux olympiques, qui seront mis à disposition de l'ensemble de la population. Donc, les messages clés que je voulais ressortir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, même si on travaille pour les athlètes et pour l'élite, le but du milieu académique et de l'EPFL, c'est finalement de pouvoir transposer ces connaissances au niveau de toutes les couches de la population, que ça soit pour les pratiquants du sport d'une manière générale, mais que ça soit aussi sur les aspects de réadaptation ou de personnes âgées, parce que finalement, les connaissances qu'on amène sur la physiologie ou les outils de mesure peuvent être appliqués à la fois sur des personnes qui ont des pathologies ou des personnes qui sont en pleine santé. Et en fait, l'athlète est juste la pointe de l'iceberg qui nous permet de valider les développements. L'autre élément pour nous qui est extrêmement important, c'est de montrer et d'expliquer que finalement, la Suisse, qui est reconnue pour le nombre de fédérations sportives qui se trouvent sur son territoire et pour la présence du CIO, a beaucoup plus que ça à offrir avec, entre autres, un certain nombre de startups et d'industries qui sont issues de laboratoires ou qui sont actives depuis longtemps sur le terrain, et toute une série de laboratoires qui amènent de la recherche et des compétences. Donc, il y a un réel tissu économique qui offre des opportunités d'emploi et de travail pour toute une jeune génération de personnes, et dans le cas particulier d'ingénieurs. Au niveau de l'EPFL, pour amener dans ces différents secteurs, finalement, on a des filières qui nous permettent de travailler sur des thématiques en lien avec le sport. Donc, on a bien sûr tout ce qui est électricité, microtechnique et sciences de la vie qui peuvent amener à des compétences sur ce qu'on appelle Quantified Self, donc tous les outils de mesure de paramètres physiologiques, de mesure d'éléments comme des rythmes cardiaques, activité cérébrale, paramètres de performance au travers des mesures de la transpiration et ainsi de suite. On a aussi les filières de matériaux et de mécanique qui travaillent sur le développement d'équipements, donc des nouveaux skis, des systèmes de bob, toutes sortes de choses faisant intervenir des objets physiques. Des éléments d'architecture et de génie civil qui peuvent être dans la gestion des flux, dans les manifestations, la construction stade, la réflexion de fan zone et ainsi de suite. Et puis, bien sûr, des éléments sur le numérique, avec l'informatique où on a énormément de développement sur la mesure de la position, de la posture et l'analyse de ce genre de choses. Et finalement, l'informatique et la mathématique qui peuvent être là aussi pour tout ce qui est analyse, data analytics. Une fois qu'on a ce flux de données, comment est-ce qu'on va retirer de l'information qui soit utile et qui puisse être appliquée dans le domaine du sport. Donc voilà, moi j'en ai fini au niveau de la présentation que je souhaitais vous faire. Maintenant, je suis à votre entière disposition si vous deviez avoir des questions. Donc, je vous propose soit de mettre votre caméra et de lever la main pour qu'on puisse répondre en direct à vos questions, soit d'utiliser le chat si vous avez des questions que vous voulez faire remonter.